Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au nord de Montréal, dans la province du Québec au Canada. Et à chaque fois, c'est absolument un plaisir de venir au Québec. J'aime bien les Québécois. Il y a un côté vraiment sympathique et ouvert. J'apprécie de faire cette interview avec vous, Mario Beauregard, puisque vous êtes neuroscientifique, c'est comme ça qu'on... Oui, tout à fait. Et vous avez écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Les pouvoirs de la conscience. Donc je suis plus particulièrement intéressée par cet ouvrage. Et je voulais d'abord démarrer, parce que c'est assez intéressant de parler avec un scientifique, si on peut dire, non traditionnaliste, non matériel. Comment qualifie-t-on ce... Non orthodoxe, peut-être. Parce que la science, quand même, elle nous a permis d'avancer dans notre société. Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, maintenant, elle semblerait ne plus inclure quelque part, ne plus voir l'impossible possible. C'est-à-dire, il y a des choses quand même qui ne sont non expliquées par la science. Et pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a un manque de réalisme, d'ouverture, de quoi? Ben oui, d'ouverture, mais aussi, il faut expliquer que c'est parce que ce qu'on appelait la science moderne, là, qui est apparue il y a 4 siècles, c'est basé sur un certain nombre de positions, de postulats sur la nature de la réalité. Un de ces postulats, c'est le matérialisme. Donc, l'idée que tout ce qui existe dans l'univers est constitué de corpuscules. À l'époque, on parlait de corpuscules parce que c'est une idée qui vient de la physique classique, finalement. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de phénomènes qui montrent que cette façon de voir le monde, donc la vision du monde matérialiste, sur le plan scientifique, elle est erronée. Ça a commencé il y a un siècle avec la physique quantique, qui a comme dématérialisé le monde d'une certaine façon en montrant que le monde n'était pas véritablement constitué de particules. Parce que ce qu'on appelle particules, c'est des phénomènes qui, au niveau atomique, subatomique, ont une certaine tendance à exister, une tendance, mais sur le plan statistique. C'est à l'état virtuel, non pas réel, manifeste. C'est dur de réaliser ça pour nous, à notre niveau, parce que le monde, la façon dont on le perçoit, a l'air très, très solide. Mais quand même, les physiciens ont montré qu'il y avait toutes sortes de phénomènes au niveau atomique ou subatomique qui remettent en question, donc, la façon de voir matérialiste. Et ça a été fait il y a un siècle, mais les autres disciplines, elles n'ont pas encore intégré tout ça. Au niveau, par exemple, de la médecine, la biologie, les neurosciences, etc., la psychologie aussi. Alors, ce que moi je dis, puis j'ai aussi de plus en plus de collègues qui vont dans le même sens, c'est qu'on doit maintenant passer à un paradigme nouveau sur le plan scientifique, donc à un paradigme qu'on appelle post-matérialiste et non plus matérialiste. Mm-hmm. Parce qu'il y a trop de phénomènes qui montrent la fausseté de l'ancienne vision matérialiste. Mais pour que ce soit accepté par la science, il faut qu'il y ait un certain nombre d'évidences de comment ça se passe, le processus. Oui, donc, en général, pour qu'il y ait un changement de paradigme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des anomalies qui surviennent. C'est des anomalies parce qu'elles ne sont pas explicables dans le cadre de l'ancien paradigme. Et donc, là, il y a des anomalies, de plus en plus d'anomalies qui s'accumulent. Puis, rendu à un certain point, là, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent, je pense qu'on est dû pour un changement majeur de paradigme parce que les anciennes théories ne peuvent plus arriver à expliquer ces phénomènes-là. C'est ce qui est arrivé au niveau de la physique. Il y avait des phénomènes comme ça qui ne pouvaient plus s'expliquer dans le cadre de la physique classique. Donc, on est arrivé avec une nouvelle physique, la physique quantique. Alors, donc, quelles sont ces anomalies? Parce que vous en parlez dans le livre et il y en a apparemment de nombreuses. Hein? Oui. Quelles sont les plus flagrantes? Par exemple, l'influence de facteurs mentaux sur l'activité du cerveau et du corps. On peut prendre un phénomène placebo, par exemple. Donc, si, comme le dit la thèse matérialiste, tous nos processus de pensée, nos émotions, nos intentions, tout ça, nos croyances, c'est uniquement de l'activité électrique, chimique dans le cerveau, on ne voit pas comment un phénomène comme le placebo est possible à ce moment-là. Ça ne peut pas permettre d'expliquer un phénomène comme le placebo. Or, le placebo, c'est basé sur
les croyances, les attentes qu'un individu peut avoir au sujet d'un traitement médical en général ou psychologique, mais qui n'a aucun effet sur le plan de la physiologie, aucun effet réel. Mais malgré cela, ça peut avoir des effets très, très spectaculaires au niveau de ce qui se passe dans le corps. Et même, moi, j'étais surprise d'apprendre, même au niveau du physique, c'est-à-dire même un problème de genou ou un problème vraiment où la personne pense avoir eu une opération du genou. Oui, donc... Ce genou serait bien. Oui, donc, oui, même au niveau de la chirurgie, l'effet placebo, on se rend compte de plus en plus que ça joue un grand rôle. Donc, il y a eu une étude très intéressante à ce sujet-là où des gens souffraient d'un problème d'arthrose au niveau du genou. Donc, lorsqu'il y a ce genre de problématique-là, on peut faire une intervention qu'on appelle de l'arthroscopie. Mais pour vérifier donc la validité de cette technique-là, on doit la comparer avec une chirurgie qui est fausse, une chirurgie placebo, pour vraiment faire la différence entre les deux, voir dans quelle mesure la vraie intervention est supérieure au placebo. Mais ce qui est arrivé dans cette étude-là, c'est que les sujets, bon, la plupart des sujets de l'étude ne pouvaient même plus marcher, sauf avec une canne, par exemple, avant l'intervention. Et ceux qui ont reçu la chirurgie placebo, c'est-à-dire simplement une petite incision au niveau du genou, donc il n'y avait pas vraiment d'intervention, d'opération, ils ont eu des effets tout aussi positifs que ceux qui ont subi l'arthroscopie, la vraie intervention. Et certains même se sont mis à refaire des sports, jouer au basketball, par exemple, alors qu'ils avaient la difficulté à marcher avant l'intervention placebo. Donc, ça montre jusqu'à quel point les croyances, les attentes au sujet d'un traitement peuvent avoir des effets très puissants. D'autres anomalies comme ça, qui ne sont pas encore expliquées par la science? Oui, il y a la capacité d'influence, par exemple, de la conscience, de l'intention sur des systèmes physiques, par exemple, ou biologiques à l'extérieur du corps. Ça, c'est étudié par un domaine qu'on appelle parapsychologie ou la recherche psy. Et il y a beaucoup, des centaines d'études qui montrent qu'on peut influencer, par exemple, un système électronique basé sur des processus quantiques. Par exemple, on appelle ça un générateur de nombres aléatoires. C'est basé sur des processus quantiques. Et donc, c'est comme finalement un jeu de pile ou face. On ne sait pas que c'est d'une série de numéros, de chiffres qui est émise, des 0 ou des 1. Et ça qui est émis plusieurs fois par seconde, par exemple. Ça peut être des centaines, des milliers de fois par seconde. Si on n'influence pas l'appareil, on le laisse tourner seul, sans essayer de l'influencer, on va avoir une distribution aléatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de 0 que de 1, en principe, si l'appareil est bien calibré. Mais lorsqu'on demande aux individus d'influencer volontairement l'appareil lui-même pour produire soit plus de 0 ou de 1, par exemple, alors là, on voit des effets au niveau statistique. C'est-à-dire que les gens réussissent à faire en sorte qu'il y ait plus de 0 ou de 1. C'est des effets qui ne sont pas très, très puissants, mais qui quand même sont suffisamment grands pour être significatifs au niveau statistique. Et lorsqu'on met ensemble plusieurs études, des centaines d'études avec ce qu'on appelle des méta-analyses, on regroupe toutes les études pour déterminer dans quelle mesure un effet peut être fort, puissant. Bien là, on trouve des résultats absolument fantastiques parce que les probabilités que tous ces résultats positifs-là soient dus au hasard, c'est de 1 sur, par exemple, des milliards ou des trillions. Donc, on sait maintenant que ces phénomènes-là existent véritablement. Et on peut avoir le même genre d'effet au niveau de l'intention mentale sur la croissance de plantes, par exemple, sur des enzymes, etc., aussi sur d'autres êtres humains à distance. On peut les influencer, par exemple, leur façon de réagir sur le plan émotionnel. On mesure ça avec un appareil qu'on appelle résistance ou réponse électrodermale. Donc, c'est des déflexions au niveau de la peau, d'activité électrique, qui sont associées à des réponses émotionnelles. Et puis, vous pouvez avoir des gens qui sont situés à distance, à des dizaines, voire des centaines ou milliers de kilomètres, qui vont influencer d'autres personnes qui sont comme les cibles,
où on va essayer, par exemple, de les activer sur le plan émotionnel. Et là, vous allez voir qu'il y a la réponse électrodermale augmente de façon dramatique. Et vous pouvez créer l'effet inverse en essayant de calmer l'individu à distance. Vous allez avoir le pattern opposé. Alors, tous ces phénomènes-là remettent en question l'ancienne vision du monde matérialiste qui dit que l'être humain, finalement, est réduit uniquement à de l'activité électrique et chimique dans son cerveau. Ce que ces phénomènes-là, ça montre, c'est qu'au contraire, on peut exercer une influence qu'on dit non locale, donc à l'extérieur des frontières du corps, sur tout ce qui existe, finalement, au niveau biologique, au niveau physique, à tous les niveaux, il semble. Ouais. Parce que votre expertise, c'est le cerveau, c'est ça quand même. Alors, qu'est-ce que le cerveau? Est-ce que vous avez commencé vos études par voir comment les activités du cerveau? Est-ce qu'il y a une partie du cerveau qui agit, qui s'ouvre? Comment tout ça, ça fonctionne pour, justement, pas recevoir ces super pouvoirs, mais enfin quand même être, d'après ce que vous dites, plus, comment dire, pas des super-humains, mais des humains qui, d'un seul coup, ont la capacité même de s'auto-guérir, on pourrait dire? Oui. Oui, j'ai commencé en faisant de ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale, donc en utilisant des scanners qui mesurent ce qui se passe dans le cerveau lors de différents types de tâches ou d'activités. Ça peut être des réactions émotionnelles, des tâches de mémoire, de la pensée, des images mentales, etc. Donc, ce qu'on mesure avec ces techniques-là, c'est ce qu'on appelle des corrélations. Donc, vous voyez un changement dans l'état mental qui est rapporté par l'individu, votre sujet d'étude, et en même temps, on voit des changements au niveau de l'activité du cerveau dans les différentes régions qui sont associées aux fonctions. Donc, si c'est quelqu'un qui fait une tâche de mémoire, bien, vous allez voir des régions associées à la mémoire qui changent. Mais c'est des études qui sont limitées au sens où ça ne nous dit pas que parce qu'il y a un changement dans la région qui est associée à de la mémoire, par exemple, une région comme l'hippocampe, que c'est cette région-là ou c'est l'activité que vous mesurez qui génère l'expérience de la mémoire consciente chez cet individu-là. Et j'ai réalisé cette limitation-là très tôt dans mes études. Ça m'a amené à me tourner vers un cas particulier, celui des gens qui vivent des expériences de mort imminente, mais des cas de mort clinique précisément, suite à des arrêts cardiaques. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire, le cœur est arrêté, le cerveau, il en est où, lui? Bien, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le cœur s'arrête, si vous mesurez l'activité du cerveau avec un électroencéphalogramme, par exemple, qui mesure l'activité électrique, vous allez voir que votre tracé EEG, qu'on appelle, il devient plat au bout d'environ 10 à 20 secondes. Donc, le cerveau ne fonctionne plus. On ne détecte plus d'activité cérébrale. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces états-là, en principe, donc, il n'y a pas d'activité mentale possible, il n'y a pas de conscience, etc. Or, depuis le début du millénium, il y a 5 études différentes qui ont été réalisées, quelques-unes aux États-Unis, en Hollande, Pim Van Lommel, hein, si vous voulez regarder l'interview avec lui, elle est sur Internet. En anglais, mais elle est sous-titrée, je pense. Oui. Pim Van Lommel a fait une de ces études, une très importante. Bien, ce que ces chercheurs-là ont découvert, c'est que des gens qui sont en état de mort clinique, en arrêt cardiaque, bien, ils ont répertorié plus d'une centaine qui étaient conscients, avaient des perceptions, se rappelaient de qui ils étaient, pouvaient même, dans certains cas, rapporter des détails au sujet de ce qui s'était passé pendant les tentatives de réanimation cardiaque, etc., etc. Des détails par rapport moi, je ne sais pas, la couleur des cheveux des infirmières ou les médecins, ce qu'ils ont dit, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des perceptions hors corps véridiques à ce moment-là. Alors, il y a suffisamment d'informations maintenant qui montrent que le cerveau ne produit pas ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, l'identité. Il semble agir comme une interface pour le monde de la conscience, l'esprit. C'est pas un délire dû aux drogues injectées, justement, par rapport... Pas du tout, parce que dans ces études... qui affaiblit. Oui, bien, dans ces études-là, Pim Van Lommel, par exemple, a comparé des gens qui avaient reçu des médications qui pouvaient perturber les fonctions mentales
avec d'autres qui n'avaient pas reçu ces médications-là, et il n'y avait aucune différence dans ce qui est vécu. Donc, et au niveau des croyances de la personne? C'est pas un facteur qui... non, il y avait des gens qui étaient religieux dans son échantillonnage parce que lui en a étudié 344, je pense, dans son étude. Il y en avait qui étaient des athées et tout ça, mais finalement, ça ne semblait pas jouer un rôle. Ouais. Donc, souvent des mêmes images, mais il y a des fois des expériences qui sont un petit peu différentes. Je pense à l'expérience de Ben Alexander versus celle de Anita Morgiani, pour les plus connus en ce moment sur Internet. Tout à fait. En fait, il n'y a jamais aucune expérience qui est identique à une autre. Il y a toujours des différences d'une personne à une autre. Puis... Comment on peut expliquer ça au niveau de la conscience, justement, que ces expériences... Donc ça veut dire que c'est une réalité. Qu'est-ce que la conscience? On en vient là. Oui. Ben, la conscience, il y a des définitions à plusieurs niveaux. Au niveau scientifique, là, en général, on s'entend pour dire que la conscience, c'est une fonction qui permet d'appréhender le monde extérieur, donc à l'extérieur du corps, et le monde intérieur, les sensations, etc., ou les processus mentaux. Mais il y a d'autres définitions qui existent, des définitions plus philosophiques, métaphysiques, ou même dans des traditions spirituelles orientales, on voit la conscience comme étant l'être ou la source de tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui est à l'origine de tous les phénomènes dans l'univers. Et donc, dans certaines expériences de EMI, en arrêt cardiaque, il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à cet aspect-là, donc de conscience. Alors, ils transcendent leur petit moi conscient, et ils atteignent d'autres niveaux de conscience beaucoup plus grands. Ça arrive. Mais c'est quelque chose c'est difficile à étudier au niveau scientifique, par contre, tous ces aspects-là, parce que c'est tous des aspects qui sont subjectifs, qui sont rapportés par l'individu, l'expérienceur, lorsqu'il est réanimé, mais auxquels les scientifiques n'ont pas directement accès. La seule composante de l'EMI qu'on peut étudier de façon plus objective, c'est l'expérience hors du corps, parce que les individus peuvent nous rapporter des détails, des informations qu'on peut contre-vérifier par la suite. Ouais. Pourquoi on parle ici de pouvoir de la conscience, alors? Ben, là, on parle de conscience, la conscience du petit moi à un certain niveau. C'est la conscience qui influence finalement tout ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale. Tout à l'heure, on parlait de l'effet placebo. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une croyance au sujet d'un traitement nouveau, mais qui n'a aucune efficacité sur le plan médical, ça peut entraîner, par exemple, la libération de dopamine, la création de dopamine, qui est un messager chimique impliqué dans le contrôle moteur. Ça a été montré chez des gens qui souffrent de maladie de Parkinson, mais très avancée, chez qui les neurones qui produisent la dopamine sont détruits, par exemple, à 75-80 %. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la conscience est une force au sens où elle peut produire des changements. Elle peut changer les choses. Vous pouvez intentionnellement, avec des images mentales, modifier ce qui se passe dans votre cerveau. Vous pouvez même, si vous le faites pendant une certaine période de temps, vous allez créer même des changements au niveau de la structure du cerveau, au niveau de la matière blanche, de la matière grise. Oui. Parlez-nous un petit peu plus de cette matière blanche. C'est quoi exactement? Bien, la matière blanche, finalement, c'est ce qu'on appelle les fibres nerveuses ou les axones, donc qui permettent aux neurones de se contacter, donc les uns les autres. C'est comme des câbles qui permettent la transmission d'informations d'une région à une autre. Donc, il y a des études, on en a fait dans notre propre laboratoire, qui montrent que si vous apprenez à contrôler l'activité de votre cerveau grâce à une technique qu'on appelle le neurofeedback, par exemple, vous allez modifier la densité de matière blanche dans votre cerveau au bout de seulement quelques semaines d'entraînement. 4, 5, 6 semaines d'entraînement. Donc, le cerveau réagit beaucoup à ça. C'est le phénomène dont on parle, là, de neuroplasticité. Donc le cerveau serait plastique? Comment ça veut dire quoi, ça? Oui, bien, avant, pendant même un siècle en neurosciences, il y avait un dogme central qui nous disait que le cerveau, c'était une machine programmée biologiquement et que ça ne changeait pas après la vie. Donc, si tu tirais un mauvais numéro à la loterie, tu avais un mauvais cerveau,
Ben, pour des raisons génétiques, par exemple, ben, tant pis, tu ne pouvais pas rien faire. Tu étais condamné pendant toute ta vie. Il y a 3-4 décennies, il y a des chercheurs qui ont commencé à montrer que il semblait qu'on pouvait modifier ce qui est la structure du cerveau, modifier le fonctionnement des régions, par exemple, optimiser le fonctionnement de certaines régions. Donc, ils ont commencé à regarder chez l'animal, ça s'est fait chez les rongeurs d'abord, des rats. Ils ont fait faire des apprentissages aux rats, puis après, ils prélevaient les cerveaux, ils analysaient ça, toutes les tranches, et là, ils ont vu que le poids, le volume du cerveau augmentait. Il y avait même des changements au niveau de la morphologie des neurones et tout ça. Et puis, avec le raffinement des techniques en neurosciences, on s'est rendu compte, au bout de quelques décennies, que les cellules nerveuses elles-mêmes, les neurones, pouvaient se régénérer, pouvaient croître pendant toute la vie des individus, y compris à un âge avancé. Donc, c'est ça le concept de plasticité, c'est que le cerveau échange toute la vie, y compris à un âge plus avancé. Alors qu'avant, on pensait que c'était les apprentissages qui survenaient en très, très bas âge qui allaient fixer le cerveau de façon définitive, en plus de votre programmation génétique. J'ai une petite question comme ça qui me vient par rapport aux scientifiques et aux laboratoires et aux rats, par exemple. Parce que cette conversation, forcément, il y a certaines personnes qui écoutent et même moi, je tique. Donc, est-ce qu'il y a le nouveau scientifique ou un scientifique qui veut montrer ce nouveau paradigme a aussi certains changements dans ses méthodes, dans ses recherches? Je sais que dernièrement, vous avez même changé d'université. Vous êtes associé maintenant à l'université d'Arizona. Est-ce qu'il y a vraiment des choix comme ça? Parce qu'il semble que notre société a des choix à faire aussi pour être en intégrité. Parlez-nous-en un petit peu dans votre milieu. Oui, bien, au début des études portant sur la plasticité ou qui ont mené à la découverte du concept de plasticité, on est dans les années 60, début des années 70, il n'y avait pas de technique d'imagerie cérébrale, de neuroimagerie. Maintenant, ça s'est apparu quelques décennies plus tard. Et aujourd'hui, on peut utiliser ou étudier la plasticité du cerveau grâce à ces techniques-là. Donc, c'est plus nécessaire de supprimer, d'euthanasier des animaux pour démontrer ce phénomène-là, heureusement. Alors, les techniques maintenant sont tellement précises que vous pouvez vérifier des changements microscopiques au niveau de la matière blanche, de la matière grise, etc., la morphologie des neurones et tout ça. Donc, avec le développement technologique, maintenant, c'est possible. Alors, c'est plus nécessaire du tout d'utiliser les anciennes voies là, où on devait supprimer beaucoup d'animaux pour montrer ce phénomène-là. Ouais. Mais je suppose qu'il y a aussi des choix même moraux ou des choix de s'associer à certains chercheurs ou à certaines universités ou à certains laboratoires plutôt que d'autres. Il y a des invitations. On connaît très bien aussi le pouvoir des lobbies ou d'autres influences, les conflits d'intérêts. Comment on gère tout ça? Ben, c'est pas évident parce que, bon, malheureusement, il y a un mariage très étroit entre les neurosciences, la psychiatrie, l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique, pour tous les travaux qui sont faits pour tester des nouvelles drogues et tout ça, ils utilisent les animaux. Donc, les chercheurs qui veulent profiter d'importantes subventions de recherche, souvent, ils vont éviter de raisonner à toutes ces questions-là sur le plan de la morale pour être capable de recevoir les subventions puis d'effectuer les travaux. Donc, ils ne veulent pas trop se poser de questions à ce niveau-là, à ce moment-là. Avec Rupert Sheldrake, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Londres il n'y a pas si longtemps que ça, et il disait que pour lui, les subventions allaient venir de privés, d'individus qui allaient plutôt financer, puisque le gouvernement ou d'autres institutions ne le feraient pas. Oui, puis surtout pour un genre de recherche qui est, comme je le disais tout à l'heure, post-matérialiste, donc qui nous amène vers un nouveau paradigme, parce que l'industrie, elle, pharmaceutique, elle opère selon les règles de l'ancien paradigme. Donc, elle voit l'être humain comme encore une machine biologique. Et c'est une approche très mécanique où vous allez donc injecter dans le système une certaine quantité d'une molécule. En principe, vous allez produire une certaine réaction, mais c'est une vision très, très réductionniste de l'être humain. Mais eux, ils ont beaucoup d'argent de ce côté-là, mais vous avez aussi des gens qui sont dans le domaine privé, des fortunes, des philanthropes, qui sont maintenant intéressés à subventionner
d'autres types de recherches qui mènent à une vision du monde complètement différente de l'être humain, puis de sa place dans l'univers. Vous parlez dans votre livre Les pouvoirs de la conscience là, d'hypnose, de remote viewing, de télépathie, de tout ça, tous ces sujets-là ne vous font pas peur? Vous n'hésitez pas à en parler maintenant? Non, parce que c'est démontré sur le plan statistique parce qu'il y a eu des réplications d'études. En fait, là, on parle de milliers d'études qui ont été faites parce que pendant des années et des années, on a demandé aux chercheurs impliqués là-dedans de reproduire leur effet parce qu'on disait, bon, vous faites des affirmations extraordinaires, ça prend des preuves extraordinaires. C'est l'astronome Carl Sagan qui disait ça aux États-Unis. Et donc, c'était la situation dans laquelle il se trouvait dans ce milieu-là de la recherche psy là, ou parapsychologie. Mais maintenant, ça fait tellement d'études qui ont été faites sur tellement de décennies. Ils ont fait ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, vous groupez des dizaines, des centaines, même des milliers d'études ensemble, puis pour arriver à des conclusions plus certaines. Donc, non, je n'ai pas de réserve, au sens où, statistiquement, c'est clairement établi que ces phénomènes-là existent maintenant. Et ces phénomènes-là ont des implications énormes pour notre compréhension de ce qu'on est en termes d'être humain. Et ça va dans le sens opposé de la thèse matérialiste. Donc, ça montre qu'on n'est pas comme prisonnier de nos corps, qu'on peut exercer une influence importante au niveau du corps, mais aussi à l'extérieur de l'organisme. On semble être tous interconnectés entre nous, êtres humains, mais aussi avec les autres niveaux de manifestation sur le plan de la biologie végétale, sur le plan animal, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que j'en parle parce que c'est un morceau, une pièce très, très importante pour montrer que l'ancienne vision du monde matérialiste ne tient plus la route du tout. Il y a plein de références, à plein de... Ça, c'est pour les gens qui veulent gratter. Oui, puis on peut recommander des livres, en particulier ceux de Dean Radin, par exemple, qui est un des principaux chercheurs dans ce domaine-là. Rupert Sheldrake aussi a fait des études à ce niveau-là. Pour montrer certaines... Dean Radin, pour l'avoir rencontré aussi dernièrement à Palm Beach, il est très, très rigoureux dans ses propos. Si on dit il faut dire une évidence ou une preuve, je ne sais plus d'ailleurs, il y a une précision et il y a vraiment plein de domaines dans lesquels il ne va même pas aller parce que... C'est vrai. Mais au moins... Il y a un choix entre vous deux. Oui. Mais moi, c'est simple. C'est une ligne d'évidence. Tous ces phénomènes-là, je m'en sers, mais il y a beaucoup d'autres phénomènes aussi que je dis qu'on doit considérer, dont l'expérience de mort imminente, par exemple, mais l'influence consciente, volontaire sur ce qui se passe dans le cerveau, via, par exemple, l'imagerie mentale, la méditation, le neurofeedback, etc. Ça aussi, c'est une autre pièce du puzzle importante. Mais il y a plusieurs ensembles de phénomènes, donc, il faut considérer pour arriver à comprendre que maintenant, on doit passer à un nouveau paradigme. Ouais. Et post-matérialiste, donc on ne le nomme même pas, c'est après, ça c'était avant et maintenant... Oui. Mais c'est un terme de transition, donc c'est simplement ce qui est après, mais c'est en définition. Donc, et puis ça va changer parce qu'il y a de nouveaux phénomènes qui vont être découverts sûrement dans les prochaines décennies, tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait que la période matérialiste, bon, ça a duré pendant quelques siècles, mais ça doit tirer à sa fin. Et on est prêt de passer une autre époque, donc post-matérialiste. Mais on a quand même, dans cette vision-là, post-matérialiste, il y a quand même certains éléments qu'on peut dès maintenant présenter. Par exemple, l'idée que la conscience, l'esprit, c'est quelque chose de fondamental dans l'univers, tout aussi fondamental que pour moi les forces fondamentales de la physique, comme la gravité, ou les forces électromagnétiques faibles, fortes, etc. Parce que si la conscience n'est pas là, il n'y a pas d'expérience consciente, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'univers qui existe. C'est le néant total. Donc, déjà là, il n'y a pas de science qui existe non plus. Il n'y a pas de perception. Donc, ça, c'est comme le point, la condition sine qua non de l'expérience subjective, l'expérience du monde. Et l'émotion dans tout ça? L'émotion, c'est très, très important parce que on voit avec les études de neurosciences, les études d'imagerie qu'on a fait, par exemple, on voit que
ça représente une force en soi aussi. Et que, bon, on divise ça en catégories positives, négatives, là, les émotions. On parle de la valence à ce moment-là. Ça, c'est une façon de voir les émotions. Bien, les émotions négatives, si elles sont entretenues pendant un certain temps, ce que ça fait, c'est que ça fait libérer certains messagers chimiques dans le cerveau. Et ces messagers chimiques-là peuvent devenir toxiques. Donc, par exemple, vous pouvez sécréter, si vous êtes stressé, vous avez peur, vous pouvez sécréter ce qu'on appelle du cortisol. Et le cortisol va s'attaquer principalement à la région clé au niveau de la mémoire, l'hippocampe. Donc, maintenant, on sait qu'il y a des relations entre quelqu'un qui entretient des pensées négatives pendant une grande partie de sa vie et le développement de démence, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il serait important de libérer ces émotions, en fait, parce qu'il y a certaines philosophies de vie, ou du moins de personnes qui disent différentes choses par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Oui, libérer, afin de ne pas rester pris avec, puis de les entretenir pendant des très longues périodes de temps. Oui. Et à l'inverse, lorsque vous vivez des émotions dites positives, de la joie, par exemple, ben, vous allez libérer d'autres types de messagers chimiques, mais ceux-là ont des effets très bénéfiques au niveau de l'organisme. On peut parler un petit moment juste de conscience cosmique, c'est ça? C'est le terme que vous utilisez? Oui, oui. En fait, c'est pas moi qui ai utilisé ça pour la première fois. Ça a été proposé par un psychiatre, Richard Morris Buck, qui avait eu ce type d'expérience-là lui-même au début du 20e siècle et qui a utilisé cette expression-là. Puis ça a été repris par la suite. C'est un état de conscience, donc c'est une expansion de conscience où le petit moi s'évanouit. Et là, on sent qu'on devient un avec tout ce qui existe finalement dans l'univers et aussi avec la source intelligente qui est derrière tous les phénomènes. Donc, l'absolu, si vous voulez. L'infini. Les scientifiques les scientifiques traditionnels doivent être fous quand ils entendent ça. Oui, donc les scientifiques traditionnels, donc matérialistes, de l'ancien paradigme, je dirais, considèrent que c'est pas un sujet d'étude digne sur le plan de la science. Donc, pas digne, hein, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, parce que ils trouvent que c'est trop subjectif aussi, que ça peut pas vraiment être étudié. Ouais. Donc ça, c'est leur argument aussi. Et pourtant, des millions de personnes. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vivent ces expériences-là. Pas toujours des expériences de conscience cosmique au plus haut niveau, mais il y a une gradation dans ces expériences-là, mais des expériences quand même spirituelles, mystiques, c'est vécu par des gens partout, dans toutes les sociétés. Et puis, c'est des gens qui viennent de toutes les couches de la société. Donc, c'est un phénomène qui est universel et qui a existé à travers toutes les époques. Mais des fois, c'est quelque chose qui est recherché, d'autres fois, c'est des choses qui viennent spontanément comme ça. Ça a l'air d'être assez random, hein? Non? Pas toujours, mais parfois, c'est associé avec l'utilisation de certaines techniques, méditation, par exemple, ou la prière, ou il y en a qui utilisent certaines substances dites psychédéliques, par exemple, des techniques d'isolation sensorielle, comme le bain flottant, aussi peuvent mener à ça. Mais oui, c'est vrai que parfois, les expériences sont vécues aussi de façon en apparence spontanée. Et là, il y en a qui proposent, mais ça, c'est des gens plus du côté de la spiritualité, pas au niveau scientifique, qui proposent que c'est dû au phénomène de la grâce. Là, c'est quoi, pardon? La grâce. Ah, la grâce! Ah oui, ouais. J'ai cru que c'était un terme que j'avais jamais entendu. La grâce, d'accord. Oui. Mais bon, ça, évidemment, c'est difficile à étudier là, au niveau scientifique. Ouais. En tous les cas, j'ai vraiment apprécié la lecture de ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir tout mis dans un petit livre qu'on peut lire comme ça facilement, même pour des personnes qui sont non scientifiques. J'apprécie. Merci beaucoup, Mario. Merci à vous. Merci, mes délicieux co-créateurs, d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, encore un beau cadeau de la vie. Merci. Merci, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour de prochaines interviews. Au revoir.